L'échiquier international, bienvenue à vous. Vivons-nous des temps historiques, des temps troubles, des temps où les mots nous manqueraient lorsqu'on regarde la situation à Gaza avec son lot de massacres et de famines? Un chiffre qui résumerait l'ampleur de cette situation donné par le porte-parole de l'ONU, Karl Sko, chef des opérations du Programme alimentaire mondial, 800. 800, c'est le nombre de civils tués au cours des pseudo-distributions alimentaires qui se sont révélés pour ce que c'est-à-dire des traquenards mortels. Le principal commanditaire de ces actes est un criminel de guerre selon la CPI. Pourtant, ce dernier se déplace aisément aux États-Unis, traversant toute honte but des espaces aériens de l'Union européenne pour se montrer obséquieux à l'endroit de Donald Trump et parapher une lettre de recommandation pour le prix Nobel de la paix. Oui, de la paix. Un génocide en effet, l'histoire sera sévère et la jeune génération nous regardera avec gravité, dira Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour la Palestine. En gage, l'administration Trump demande qu'on la démette de ses fonctions. Le monde est-il devenu une cage où dénoncer une injustice sioniste provoquerait la chute sociale? On en parle et c'est tout de suite. Dénoncer le génocide à Gaza en dépit des preuves, en dépit de votre rang, de votre poste, peut valoir la chute sociale, sans parler de la pluie de menaces qui va avec. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Tout d'abord, Jean Bricmont, auteur, analyste et spécialiste des fake news en temps de guerre. Jean Bricmont, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'inviter. Avec nous également, il est analyste en stratégie internationale, professeur en géopolitique. Karim Belgassem, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, on n'en a pas encore parlé ici, eh bien on va le faire ce soir. Prix Nobel de la paix 2025 est attribué à Donald Trump sous conseil de Benjamin Netanyahou. On rappelle, Donald Trump, et il y a un mandat d'arrêt, il y a un mandat pour crime de guerre qui est à son encontre. Jean Bricmont, quand vous avez vu cette scène qui a été filmée avec Donald Trump qui reçoit une lettre de Benjamin Netanyahou, le proposant pour le prix Nobel de la paix, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Écoutez, je vais faire une réponse qui va peut-être vous choquer et qui est un peu cynique. Mais vous voyez, dans le temps, le prix Nobel de la paix était attribué à des gens qui œuvraient pour la paix. Alors, à la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu un prix Nobel pour Kissinger et le Duc Tho, qui étaient du côté vietnamien. Et si vous faites la paix quand vous faites la guerre, forcément, vous avez commis des crimes. Et évidemment, je ne dis pas que c'est symétrique, mais Kissinger était monstrueux. Et puis, il y a eu le prix Nobel de la paix pour Begin et Sadat. Sadat avait essentiellement capitulé sur la question palestinienne, donc il a eu le prix Nobel de la paix pour ça. Mais disons que, je ne vais pas les mettre tous sur le même pied, mais disons, il y avait l'idée que si vous faites la paix, vous avez dû faire la guerre avant. Et quand vous faites la guerre, vous faites des horreurs, donc ça a été, si vous voulez, ça a provoqué une réaction. Et après cela, petit à petit, les prix Nobel de la paix ont en fait été donnés les prix Nobel de droits de l'homme à Médecins sans frontières, à toutes sortes d'organisations, de gens, etc., qui avaient, entre guillemets, œuvré pour les droits de l'homme. Mais comme je l'explique dans mon livre Impérialisme humanitaire, qui a été édité en Algérie par les éditions APIC, l'idéologie des droits de l'homme a été une idéologie de l'ingérence, a justifié l'ingérence occidentale au nom des droits de l'homme, et on le voit encore en Iran, où maintenant on va libérer les femmes. Avant, on a libéré les femmes en Afghanistan, on a libéré les Syriens, etc. Donc, c'est devenu un prix des droits de l'homme. Et l'absurdité, moi je trouve que c'est absurde, parce que, évidemment, on ne va pas à la guerre pour les droits de l'homme, mais bon, l'absurdité ultime, c'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où on veut donner un prix Nobel, un criminel de guerre veut donner un prix Nobel à un autre criminel de guerre parce qu'il défend la paix. Par là, il veut dire qu'il défend les droits de l'homme, puisqu'il attaque l'Iran, c'est le monstre, c'est les femmes voilées, c'est bombes atomiques, etc. Donc on est à la fin d'un cycle qui avait commencé après une époque où on donnait les droits de l'homme pour des gens, les prix Nobel de la paix pour des gens qui faisaient la paix. Mais tout a été transformé par l'idéologie des droits de l'homme. Et donc, on est arrivé maintenant à un point ultime où, en fait, ce qui est frappant aussi dans l'idéologie des droits de l'homme, c'est qu'elle a toujours été usée contre les ennemis d'Israël ou, par exemple, pour la Yougoslavie, un pays non aligné, etc., etc. Mais ça a toujours été la Libye, la Syrie, l'Iran, l'Irak, etc. Ça a toujours été utilisé contre des pays d'Israël ou des États-Unis, mais principalement d'Israël.
Et donc, on est dans une absurdité complète où maintenant tout le monde, tous ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme, en réalité, y compris les pays, les gouvernements, etc., y compris les médias, surtout en France, où là c'est le délire absolu, se taisent sur les crimes manifestes, les violations des droits de l'homme manifestes, les tortures, des horreurs absolues que commet Israël. Mais d'une certaine façon, c'est cohérent, parce que toute leur idéologie des droits de l'homme n'était qu'une couverture idéologique pour justifier les crimes américains et israéliens. Donc évidemment, on peut dire qu'ils continuent dans l'idéologie des droits de l'homme, sauf que la nouvelle génération qui a été formée à cette idéologie, qui a cru, comme on croit, dans une religion, voit la contradiction et commence à se poser des questions sur sa religion, qui est cette religion des droits de l'homme. Au fond, ce que vous nous dites, justement, cette religion des droits de l'homme est un faux nez pour les menées impérialistes. Alors, Karim Belgassem, ça sera un moment de vérité pour la Fondation Nobel. Franchement, est-ce que c'est envisageable que Trump soit un candidat potentiel pour le fameux prix? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire un copier-coller de ce qu'a dit mon confrère Jean, puisqu'il a utilisé le mot cynisme. Lorsque je donne mes cours de relations internationales et de géopolitique, je dis attention, la géopolitique, il y a toujours quelque chose de cynique dans tout cela. Et là, on a affaire à un cas concret, c'est-à-dire un criminel de guerre qui recommande à Donald Trump le prix Nobel de la paix. Ça dépasse totalement l'entendement. On est dans une telle situation, dans une telle absurdie que malheureusement, c'est possible que ce schéma se reproduise, malgré les coups de boutoir de certains membres de la communauté internationale, puisque même si on la critique, elle ne reste pas forcément inerte, mais il y a une telle puissance, un tel sentiment d'impunité de la part des États-Unis et surtout de la part de l'État sioniste qu'on se dit non mais c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Mais malheureusement, on ne peut pas occulter ce cas concret. On est dans un délire le plus total. Et puis vous évoquez Francesca Albanese, on va peut-être en parler tout à l'heure. Tout de suite. Mais le simple fait d'évoquer la colonisation, l'apartheid et le génocide, pour ce qui se passe dans la bande de Gaza, fait que vous êtes accusé d'antisémitisme. Donc l'accusation d'antisémitisme est quelque part un parapluie et un protectorat contre toute critique envers ce que fait l'État sioniste et également ce que fait M. Donald Trump, même si, comme je l'ai déjà dit sur votre antenne, M. Donald Trump est tout sauf fou. Je pense qu'en son fort intérieur, il a pris avec un certain amusement cette dévotion et soumission de M. Netanyahou en guise de remerciement de sa part. Et d'un autre côté, on a une autre candidate nobilisable, complètement différente de M. Trump. Il s'agit, vous l'avez dit Karim, de Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies, qui concentre un regain de popularité d'après les tendances sur Internet au départ. Puis on remarque aussi des signataires de campagnes de soutien en faveur de ses positions sur Gaza. Vous, Jean Bricmont, vous êtes un des signataires de la dite lettre de soutien. Pourquoi apportez-vous donc votre soutien à Mme Albanese? Expliquez-nous. Mme Albanese, c'est quelqu'un qui est, on pourrait dire, une défenseuse des droits de l'homme honnête. Je ne partage pas toute son idéologie, mais quand il s'agit d'Israël, elle défend honnêtement les droits de l'homme. Elle le défend dans d'autres cas qui sont peut-être plus discutables, mais elle le défend honnêtement. Et il n'y en a pas beaucoup, parce qu'après tout, les principaux promoteurs, pour prendre la France, de l'idéologie des droits de l'homme, c'est Kouchner, c'est BHL, etc., c'est-à-dire des gens extrêmement sionistes. Et le sionisme est complètement contraire aux droits de l'homme, même en oubliant Gaza, en remontant dans le passé, etc. Et donc, et aux États-Unis, c'est pareil. Et donc, elle est honnête. Elle a l'idéologie des droits de l'homme, elle est honnête. Elle n'est pas marxiste, anti-impérialiste, tout ce qu'on veut, mais elle est une défendresse honnête. Alors, c'est très intéressant de voir, particulièrement, bon, vous échappez sans doute aux médias français en Algérie, mais quand on regarde les médias français, c'est absolument ahurissant de voir les tempêtes de haine qu'il y a contre cette femme, comme contre Rima Hassan, évidemment, mais contre Albanese, qui est quand même une officielle. Alors, elle n'est pas payée, elle a dit qu'elle n'est pas payée, elle se plaisait à faire ça parce qu'elle voulait lutter contre l'apartheid, etc., etc. Mais les campagnes de haine contre elle, c'est absolument surréaliste. Elle ne fait rien. Elle ne fait sûrement rien contre la France, parce que la France n'a pas intérêt à soutenir Israël, mais elle ne fait rien contre qui que ce soit.
Alors Des- on va savoir ce qu'on lui reproche du camp, on va dire un peu critique à son encontre. Francesca Albanese n'a fait que dénoncer un massacre à Gaza. Elle a rendu un rapport où elle documente un génocide, où elle expose des profits des entreprises inhérentes à l'apartheid. Il s'agit de 48 entreprises complices. Elle parle de 85 000 tonnes de bombes US déversées sur l'enclave gazaoui. Donald Trump veut la démettre de ses fonctions. En tout cas, il caresse ce souhait. Et on remet en cause sa formation académique dans les médias français, on invalide ses diplômes. Au fond, Karim Belgassem, qu'est-ce qui lui reprochait On l'a dit un peu, mais on a l'impression que d'une autre manière, on lui reproche d'avoir brisé le silence des institutions internationales qui ont été pour l'instant bien muettes concernant le génocide à Gaza. Effectivement, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche simplement d'être professionnel, de faire son travail, de dénoncer des injustices, des crimes, et d'avoir mis des mots justes et pertinents sur des atrocités. C'est aussi simple que cela. Et simplement le fait de dénoncer tout cela lui attire des ennuis, des problèmes, mais c'était pour une bonne cause et je pense qu'elle défendra cette cause jusqu'au bout puisqu'elle estime qu'elle dit la vérité, qu'elle est dans son bon droit. Elle pense au peuple palestinien qui est martyrisé. Donc effectivement, elle est affectée par cette campagne de haine et je dirais cette diabolisation. J'en parlais de Rima Hassan. J'ai posté dernièrement sur LinkedIn un post sur Rima Hassan qui s'appelait Rima Hassan, pourquoi tant de haine de la part des médias français, puisque les médias français ont tendance à diaboliser ces personnes qui ne pensent pas comme les médias mainstream, quand les mantras et comme la plupart des hommes politiques, les hommes politiques français. Et il y avait une chanson française qui disait « Le premier qui dira la vérité devra être exécuté ». Donc, c'est la première fois qu'on voit une personne, effectivement, qui ose défier, on va dire, les institutions internationales pour une bonne cause. Et je fais indirectement un lien avec le sommet, le dernier sommet des BRICS et puis l'avènement du Sud global. Est-ce que ce Sud global et les BRICS seront capables, puisqu'ils remettent en cause ces organisations internationales, est-ce qu'ils seront capables un jour de mettre en pratique cette politique de défense des minorités, de dénonciation des injustices? Et en ce qui concerne Mme Albanese, elle est victime d'une campagne de diabolisation et d'une campagne haineuse envers sa personne. Spécialiste de la censure de manière générale, vous avez là un exemple phare d'une censure mondialisée, en tout cas mondialisée, c'est-à-dire de certains organes ou de certains, de certains espaces décisionnaires et de pouvoir à l'encontre de Francesca Albanese pour un simple rapport concernant la situation de l'apartheid en Palestine. Ah oui, bien sûr. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, dans la scène intellectuelle française, ce qui est vraiment une plaisanterie, mais bon, vous aviez Sophia Aram, que vous connaissez peut-être. On pourrait dire qu'elle est Aram avec un H, mais bon, elle a reçu le prix de la laïcité, le prix de la LICRA, le prix du CRIF, et maintenant elle a été décorée de la Légion d'honneur. Alors bon, je vous laisse regarder son humour si ça vous amuse, mais Dieudonné, il faut savoir que lui, il joue maintenant dans un bus au bois de Boulogne. Il ne peut pas avoir de salle. Il joue dans un bus, le Dudobus. Bon, c'est un grand bus, mais bon, c'est un bus. Et est-ce qu'on va me faire croire réellement que Sophia Aram est plus talentueuse comme humoriste que Dieudonné? Je dis, c'est le monde, c'est vraiment le monde de la collaboration. C'est tout ce qui se passait pendant la guerre, quoi. C'est-à-dire les pires personnes sont récompensées de tout ce que vous voulez, et les gens honnêtes, bon, après on peut aimer ou pas Dieudonné, c'est pas ça la question, mais ils sont mis complètement de côté, marginalisés, etc. Et vous avez tout le temps des pseudo-philosophes comme Onfray, etc., qui passent sans arrêt les médias pour taper sur la France insoumise, pour taper sur Rima Hassan, etc., ou bien alors Caroline Fourret. Enfin, je veux dire, bon, je vous épargne les médias français parce que vous n'êtes pas obligé de les regarder, mais c'est absolument invraisemblable. Et Francesca Albanese, ça c'est le sommet, parce qu'elle, elle est rapporteuse spéciale de l'ONU, donc elle a une légitimité, on va dire, plus grande que je ne sais pas, Dieudonné ou la France insoumise ou Rima Hassan, mais elle est Justement, bonne. juste, Bonne. Et alors, même comme ça, ça ne la protège pas. Justement, Jean Bricmont, on va voir ce qu'on reproche précisément à Francesca Albanese, puisqu'elle a remis un rapport où elle épingle une quarantaine d'entreprises
C'est un rapport qu'elle a présenté à Genève où l'on apprend que des entreprises dégageraient des dividendes de la colonisation, du génocide en Palestine, de l'apartheid. Parmi ces entreprises, on ne va pas toutes les donner, mais ça serait bien d'en donner certaines. Alors, on a Lockheed Martin, on a des géants de la tech comme Palantir, IBM, des banques comme BNP Paribas. Le génocide à Gaza, c'est difficile à dire, mais c'est bel et bien lucratif pour certains, Karim Belgassem. Absolument. Dans toute opération de guerre, il y a toujours un intérêt financier. Et C'est pour vous ça que ça dure, évoquez en fait. Pardonnez-moi, je prolonge ma question. C'est pour ça aussi que ça dure. tout à fait. C'est une question d'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Et vous évoquez BNP Paribas, il y a aussi la banque Barclays qui a été impliquée là-dessus. Ils ont émis des bons du trésor israéliens et vous avez 400 investisseurs originaires de 36 pays différents, dont les firmes bien connues comme BlackRock, qui sont champions de la gestion d'actifs. Donc, ces personnes et ces groupes n'ont pas absolument aucun état d'âme à avoir pour obtenir des marchés et passez-moi l'expression pour se faire de l'argent sur le dos des Gazaouites et sur le dos des Palestiniens. Donc le fait que Francesca Albanese dénonce, je dirais, ce cynisme et ces opérations désastreuses, effectivement, si elle s'attaque au monde de l'argent, de la finance, et puis en plus dénonce, je dirais, ce cynisme américain et sioniste, il est certain qu'on ne va pas lui offrir un bouquet de fleurs, mais c'est pour ça qu'elle juge son combat tout à fait légitime. Et encore une fois, je le répète, elle ne fait que faire son travail. Et maintenant, parce que vous faites uniquement votre travail à la fois d'investigation et de dénonciation, vous êtes accusé de tous les maux et vous êtes menacé. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça c'est un classique. Mais voilà, toutes les sociétés comme Caterpillar qui ont aidé aussi au rasage et à la destruction de la bande de Gaza, les Lockheed Martin, les fameux F-35 qui ont permis aussi le bombardement de la bande de Gaza, vont être évidemment récompensés de tout cela. On est encore dans un plein cynisme et une absurdité totale. Le titre du rapport, il y a tout déjà dans le titre qu'avait remis Francesca Albanese le 3 juillet dernier au Conseil des droits de l'homme à Genève, méticuleusement documenté sur ces entreprises impliquées dans une économie d'apartheid et de violation des droits des Palestiniens. Alors, le rapport, on va pas tout dire, mais le rapport établit certaines catégories, comme des entreprises qui vendent des armes, ou des logiciels informatiques. On a parlé d'IBM, Microsoft, Google, Amazon. Il y a aussi des entreprises dont la mission est de remplacer la population palestinienne et active donc dans la construction de colonies sauvages en Cisjordanie. On trouve Caterpillar, vous l'avez dit Karim, on trouve Volvo, Chevron, BP, pour ne citer que ces exemples. En conclusion, Francesca Albanese recommande aux États d'imposer des sanctions à l'endroit de ces entités et que ces entreprises devront payer des réparations aux Palestiniens. C'est peut-être ce qui a suscité la panique dans les conseils d'administration de ces entreprises qui ont été citées. Elles ont sans doute peur également d'une campagne de boycott, Jean Bricmont. Oui, ça, je ne suis pas sûr, parce que commencer à boycotter toutes ces compagnies, c'est pas très facile. Mais vous savez, Lénine disait que les capitalistes vendraient la corde qui servira à les pendre. Bon, on n'est pas tout à fait à une époque où on pense pendre les capitalistes, mais c'est vrai que ces gens n'ont aucune morale. Donc, évidemment, ils vont profiter. Mais ils sont peut-être soucieux, ils sont soucieux de leur image aussi. C'est pour ça que peut-être le mot boycott est trop fort, mais aujourd'hui, on investit l'image. Ça, c'est vrai, mais la liste que vous avez, on n'est même pas capable de prendre des sanctions contre Israël. On n'est même pas capable de faire BDS, boycott des investissements en sanctions. On n'est pas capable d'apporter de la nourriture aux Gazaouis. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. L'essentiel, c'est d'aider les Gazaouis immédiatement, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Envoyer, pas des flottilles, mais des navires de guerre, avec des navires civils, etc. Et ça, les puissances occidentales pourraient le faire, mais elles ne le font pas. Et donc, il ne faut pas trop espérer. Moi, je suis d'accord pour boycotter tout ce que vous voulez. Mais quand vous avez fait la liste, il y en a tellement. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un boycott très efficace. Il y en a une compagnie, oui. Mais s'il faut boycotter Total,
Mais C'était pas attention, si compliqué. l'apartheid en Afrique du Sud avait commencé comme ça. Bon, il n'y avait pas autant d'entreprises peut-être impliquées, mais on l'a dit, hein, ce sont des entreprises qui sont soucieuses de leur image. Donc peut-être Non, c'est vrai. avoir un mouvement comme ça de contestation et dénonciation, ça pourrait être le début oui, d'une désimplication de la part des entreprises. Karim Belgassem, je vais vous laisser commenter, mais c'est vrai que Francesca Albanese avait exposé avec son compte rendu les entreprises qui sont impliquées donc dans les crimes contre l'humanité à l'endroit des Palestiniens. Mais étrangement, on n'a jamais attaqué le dit rapport, mais on a diffamé Francesca Albanese sur ses diplômes, sur sa personne, sur sa formation académique, mais on ne lui a jamais répondu sur son rapport qui est fouillé concernant une chose qu'on connaissait peut-être un peu moins, c'est-à-dire des entreprises qui tiraient des dividendes sur des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que c'est un écran de fumée qui est habilement utilisé pour faire oublier effectivement le contenu du rapport. Alors effectivement, on va s'en prendre à ses diplômes, on va chercher dans sa vie privée, on va utiliser tous les procédés désagréables pour pouvoir salir cette personne, hein, bien entendu. Les gens n'ont aucune limite. Quant au boycott, je pense effectivement comme Jean qui ne sera pas forcément efficace. Vous savez, la semaine dernière, j'ai donné un cours de géopolitique à une classe, des élèves étaient alternants dans des entreprises et on a évoqué ce problème et certains m'ont dit qu'ils avaient des clients israéliens et puis des dirigeants qui étaient proches d'Israël. Et puis effectivement, on dit, il est hors de question qu'on change nos habitudes malgré ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Ils sont conscients de tout cela, mais bien entendu, ils ne vont pas, ces sociétés ne vont pas modifier leurs habitudes par rapport à cela. Donc, on est dans des procédés tellement grossiers qui peuvent être à l'image de M. Trump, par exemple, hein, parce qu'on connaît son caractère, même si on peut supposer que sous Joe Biden ou Barack Obama, le procédé aurait peut-être été le même, puisqu'il y a toujours ce lobby juif dont on parle régulièrement, qui est très influent en France. Quel que soit le président, le procédé aurait été le même. La forme n'est différenciée un petit peu, puisqu'elle est un peu plus violente et dans la lignée de ce qu'est M. Trump. Mais je pense que Mme Albanese recevra quand même un certain soutien et qu'elle en sortira plus forte que par le passé. Maintenant, c'est que vont faire les autres pays, la France, l'Espagne. L'Espagne a été beaucoup présente pour dénoncer tout ce qui se passe à Gaza et on peut déplorer que la France ne le soit plus puisque le déclin français est toujours permanent à tous les niveaux. Donc, on va voir la réaction du reste de la communauté internationale, si tant est qu'elle réagisse concrètement, bien sûr. Alors, dans un temps lointain, lors d'une émission sur le service public, Jean Bricmont, vous nous avez rappelé cette phrase de Voltaire, pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Francesca Albanese, elle dévoile un monde plutôt, le mot n'est pas fort, mais un monde soumis. Mais pourquoi les démocraties se murent-elles justement dans ce silence concernant Gaza, sans parler de la démocratie ou de la diplomatie européenne qui est complètement à la marge? Oui, je dois préciser que la phrase n'est pas réellement de Voltaire, je le croyais à l'époque, mais apparemment elle On dit n'est pas qu'elle est du de tout. lui. Après, on verra les Oui, en fait, téléspectateurs. Voilà. il est tout à fait vrai. Et le problème, aussi, la différence avec l'Afrique du Sud, c'est qu'avec l'Afrique du Sud, l'apartheid était soutenu par anticommunisme, parce que les gens pensaient que l'ANC était communiste, ce qui était faux. Mais ici, il y a les lobbies, hein, et les lobbies, c'est très. En Espagne, probablement qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le problème, c'est la différence. En France, il est très fort, il contrôle tout le temps. Enfin, il contrôle tout, il contrôle pas tout, mais Il y a une notion il aussi qui contrôle. s'appelle le courage, c'est-à-dire il peut avoir des lobbies méga présents, surpuissants, et puis il y a la citoyenneté, c'est ça, c'est-à-dire c'est défendre les droits aussi. Et la démocratie est censée défendre ceux qui critiquent une mainmise ou une forme de totalitarisme. C'est ça le principe de la démocratie. Mais écoute, Karim, en France, aux États-Unis, en Europe, en Belgique, tout ça, c'est une farce complète. Les gens sont en politique, ils se soumettent. Il y a des gens qui vont courir euh, pour avoir leur sucre, comme je dis, qui vont se précipiter dans les médias pour répéter toutes les horreurs
sur les Palestiniens, mais aussi sur la France insoumise, etc. C'est absolument abominable. Et bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis ahuri depuis le début de l'opération, depuis le 7 octobre. Mais bon, En tout cas, il y a parce que les Français pourraient au moins se rendre compte qu'ils étaient les protecteurs des chrétiens d'Orient, du Liban et tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'ils doivent l'être, mais ils l'étaient. Et maintenant, tout ça s'est perdu, tout ça, ils sont ridiculisés. Je suis sûr que vous allez au Maghreb ou au Maghreb, tout le monde trouve les Français ridicules. En Belgique, on les trouve ridicules. Donc, je veux dire, c'est horrible ce qu'ils se font à eux-mêmes. Et il n'y a pas moyen de leur dire, il n'y a pas moyen, à part peut-être Villepin, on ne trouve pas de Français ça, ça qui sera... semblent être conscients de cette situation. Merci Jean. Merci, ça sera peut-être... Et puis aussi catastrophique pour eux. Peut-être ça sera la thématique de futures émissions. Merci Jean, avec cette conclusion. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste et et observateur des médias. Je vous dis à bientôt. Je remercie également Karim Belgassem, analyste en stratégie internationale et professeur en géopolitique. Merci d'avoir répondu présent, Karim. Toujours un plaisir d'évoquer ces sujets avec vous, chers téléspectateurs. Donc on se retrouve demain pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien.